Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Christian et puis bienvenue donc pour cette 15e chronique de l'émission C'est une autre histoire. En ayant mon cher Christian, on va penser à Jean-Pierre et Sandra. Et oui. Actuellement en vacances. Ils sont en vacances. Les pauvres. Ou les vénards, je pense qu'on va plutôt dire les vénards. Ouais, non, ils n'ont pas de chance. J'ai eu Jean-Pierre au téléphone il y a quelques minutes et visiblement tout va bien. Il pense pas à nous du tout. Non. Tout va bien, non, il en profite au soleil. En Drôme provençal, lui, apparemment. Voilà, c'est ça. Encore en train de manger, dans certainement. D'accord. Oui. Bon, puis ça y est, Sandra est en croisière. Ah bon, la croisière s'amuse avec Sandra, non? Exactement. Elle doit s'amuser, oui. Voilà. Elle va aller prendre le micro d'animateur. Voilà, de certainement. la croisière, j'en suis sûr. Bon alors, mon cher Julien, on va parler des ducs de Savoie aujourd'hui. Tout à fait. Et d'un duc de Savoie qui s'appelle Emmanuel Philibert, dit tête de fer. On va vous expliquer pourquoi. En fait, on va se replonger dans l'histoire locale. On l'avait déjà fait au mois d'avril lors d'une émission consacrée à l'occupation de la Savoie par François Ier et Henri II. Et aujourd'hui, donc on va parler d'Emmanuel Philibert. Pourquoi aujourd'hui? Puisqu'il est né le 8 juillet 1528 à Chambéry, c'est-à-dire il y a 494 ans, jour pour jour. Donc comme je vous l'ai dit, Emmanuel Philibert de Savoie, nous avons déjà évoqué brièvement sa vie lors de l'émission du mois d'avril, que vous pouvez toujours écouter en podcast sur YouTube. Et à sa naissance, en 1528, le duché de Savoie, il est en fait au fait de sa puissance avec un territoire très vaste, s'étendant des rives du lac Léman à Nice et de Vercelles, dans le Piémont, à la Bresse et au Bugey. On a vraiment un gros territoire. Et de par sa situation géographique, le duc de Savoie était le portier des Alpes. En fait, c'était le gardien des cols alpins. Et il pouvait profiter, bien sûr, financièrement des droits de péage. Il avait vraiment une position stratégique et économique très importante à l'époque. Bref, un vaste territoire géographique. À l'époque de la naissance d'Emmanuel Philibert, dirigé par Charles III, qui a été duc de Savoie de 1504 à 1553. Alors en fait, son père, Charles III, parfois vous pouvez le voir apparaître comme étant Charles II. Les avis des historiens divergent. Alors Charles II ou Charles III, on va l'appeler Charles III pour que ça soit plus simple, dit le bon. Alors en fait, on aurait très bien pu l'appeler aussi le malchanceux, puisqu'il connut diverses difficultés, et non des moindres. Alors avec en 1535-1536 la révolte genevoise, en fait c'est la fin de la tutelle savoyarde sur la ville de Genève, et une partie du Genevois, et surtout, comme je l'ai dit, l'invasion de ces terres par François Ier en 1536. Emmanuel Philibert, c'est le seul héritier du duché de Savoie à la mort de son frère Louis en 1536, et c'est l'héritier d'un duché sans terre, à l'exception de quelques villes piémontaises qui résistent aux Français, de Nice et de Vercelli. Et en fait, bien sûr, vous imaginez bien que la jeunesse d'Emmanuel Philibert, elle va être marquée par une ambition, la restitution des États de Savoie. En fait, la restitution de ces États de Savoie. Dans son histoire des États de Savoie, il y a un historien qui s'appelle Fernand Eward qui indiqua « Il était l'unique fils survivant, l'unique réconfort et la seule espérance du duc son père, Charles III, que le sort a frappé si durement qu'on a pu croire un moment l'avenir de sa maison à jamais compromis. » En fait, rien n'a été épargné à Charles III, qui perdit en fait ses deux fils aînés. Adrien, qui était nourrisson en 1523, et Louis, comme je vous l'ai dit, en 1536. Entre les drames familiaux et les conquêtes genevoises et françaises, l'année 1536, pour la Savoie, c'est vraiment l'annus horribilis, c'est vraiment l'année à oublier, vraiment à marquer au fer jour, tellement il y a eu de désastres au cours de cette année, avec également des inquiétudes au niveau de la succession. Mais Emmanuel Philibert était heureusement bien là. Donc la situation du duché, elle est peu réjouissante, vous vous en doutez. Emmanuel Philibert, il put alors compter seulement sur la noblesse savoyarde, qui était toujours très fidèle au duc en exil, et sur un allié de taille, Charles Quint, son oncle par alliance. Alors Charles Quint, c'est impossible de parler du XVIe siècle sans parler de Charles Quint. On l'a évoqué lors de l'émission du mois d'avril. Patatras, on l'a réévoqué lors de l'émission du mois de juin. Quand on commence à parler de la première moitié du XVIe siècle, Charles Quint, il est incontournable. Vous vous souvenez, c'est le souverain
sur lequel il y avait 17 couronnes, tellement il avait de territoire en sa possession. Emmanuel Philibert, durant sa jeunesse, il a été élevé par des grands hommes du duché. Il a bénéficié de la meilleure éducation possible. Alors, il a été élevé par Claude-Louis Alardet, chanoine de Genève et évêque de Lausanne. Jean-Baptiste Provana de Leyny, futur évêque de Nice. Et d'ailleurs, si je vous parle du nom de Provana, c'est une petite aparté, puisque ce sera au cours de la bataille de Lépante, vous savez, la fameuse bataille qui opposa les armées chrétiennes et les armées ottomanes, et ben ça a été le commandant de la flotte savoyarde. Enfin, pas lui, mais un des membres de sa famille. Et il a commandé une grosse flotte savoyarde composée de 3 navires. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, il fallait quand même... toute la chrétienté a pris part. Et donc, le duché de Savoie a envoyé son fidèle amiral Provana pour commander la modeste flotte savoyarde. Il faudra qu'on en reparle de la bataille de Lépante, parce que c'est vraiment un événement incontournable aussi de ce XVIe siècle. Alors, physiquement, Emmanuel Philibert, il était un petit homme maigre, c'est comme ça qu'on nous le décrit, nerveux, hautain. Alors, hautain, on peut le rencontrer, c'est un trait de caractère que l'on rencontre facilement dans tous les hommes de son rang, hein, et très cultivé. Il paraîtrait qu'il appréciait la lecture, la sculpture et la peinture. De là en faire un souverain éclairé, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui bénéficiait, bien sûr, de par son éducation, de l'apport des arts et de la culture. Un petit bémol à ce tableau, les chroniqueurs nous indiquent, entre guillemets, qu'il avait un amour déréglé des femmes. Alors, c'est aussi commun à beaucoup de souverains de l'époque. Hein. On a parlé de la dernière fois d'Henri VIII, hein, vous vous en souvenez, François Ier également. Bien sûr, Emmanuel Philibert est un homme de son temps. De ce côté-là, il n'était pas comme Charles Quint. Voilà, c'était vraiment une personne qui aimait les femmes. On en reparlera tout à l'heure. À ses 17 ans, donc Emmanuel Philibert, il entre au service de Charles Quint et il suivit les infructueuses tentatives de son père de récupérer ses États. Il faut dire qu'en fait, que dans les négociations qui visent à mettre un terme à la guerre entre François Ier et Charles Quint, l'avenir du duché de Savoie passait vraiment, mais vraiment au second plan. Comment dire, l'important à l'époque, c'était le Milanais, c'était le but des guerres d'Italie, et on peut dire que Charles Quint, la Savoie, c'était pas forcément là qui était l'enjeu stratégique majeur. Voilà, l'important, c'était le Milanais. Et quand il y avait des négociations de paix, parce qu'il faut pas s'imaginer qu'il y a eu des années et des années de guerre, hein. Parfois il y avait des trêves, il y avait des tractations de paix, et la Savoie passait malheureusement toujours au second plan. Emmanuel Philibert recevait d'ailleurs de son père, qui était enfermé dans la cité de Vercelles, des lettres, et ces lettres, elles étaient quand même pour le moins déprimantes. Je vais vous en citer un extrait. « Le déplaisir de ne pouvoir te bailler de l'argent est fort grand », donc ça veut dire que le duc de Savoie ne peut pas aider financièrement son fils. « Moi-même, je serai bientôt ruiné ». Ça en dit long sur l'état du duché de Savoie dans les années 1530. En fait, Emmanuel Philibert, c'est l'héritier d'un duché sans terre, sans moyens financiers, et pourtant, dans sa poche, vous me pardonnerez l'expression, il avait un atout de taille, c'était un formidable chef de guerre. Et en cette période, ce talent était précieux, parce que finalement, en fait, on assiste à une guerre européenne. Vous avez la France qui est encerclée, vous avez le Saint-Empire romain germanique à l'est, vous avez les possessions autrichiennes d'Italie au-delà de la frontière des Alpes, vous avez l'Espagne qui fait partie de l'Empire des Habsbourg, vous avez Charles Quint qui était aussi souverain d'Espagne, et son successeur Philippe II d'Espagne qui était ennemi de la France, et vous avez au nord la Flandre qui était également une possession de Charles Quint. Donc vous avez une France en fait qui est entourée d'ennemis, et donc c'est la guerre quasiment perpétuelle pendant les guerres d'Italie, et bien sûr le talent de chef de guerre à l'époque était particulièrement précieux. Charles Quint, il le savait, et il comptait bien utiliser le génie tactique d'Emmanuel Philibert. Alors, on va pouvoir dire que à partir de ce moment, quand il commence à rentrer, à être un des proches de Charles Quint, son oncle, son ascension va devenir fulgurante. En 1547, donc Emmanuel Philibert a 19 ans, et il participe à la guerre menée contre la Ligue de Smalcade, qui est en fait le nom donné à des princes allemands protestants qui se sont ligués contre Charles Quint, qui était un empereur catholique. On était déjà, vous savez, nous sommes dans les années 1530, 1540, on est au début de la Réforme. Enfin voilà, donc les guerres de religion. Donc quand je vous parlais d'une Europe en guerre, donc on a bien sûr un empire
romain germanique qui est en guerre à l'extérieur contre les Ottomans et contre les Français, mais qui est également en guerre à l'intérieur contre cette nouvelle foi, c'est contre le protestantisme qui commence à s'implanter, on va dire lentement mais sûrement, mais non sans dégâts, parce que les catholiques, eux, tiennent bien sûr à avoir cette prédominance, et l'empereur étant l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire un peu le successeur de Charles Quint, de Charlemagne, pardon. Charlemagne. Et donc la foi est très importante, pour ne pas dire omniprésente. Emmanuel Philibert s'illustra sur le champ de bataille, lors d'une bataille qui est fameuse, qui est la bataille de Mühlberg, qui a été menée le 24 avril 1547, qui est une victoire décisive de Charles Quint. Et au cours de cette bataille, Emmanuel Philibert obtint un commandement. 5 ans plus tard, en 1552, il s'illustra une nouvelle fois lors du siège de Metz. Alors, les troupes impériales ont dû reculer, mais il fit preuve de bravoure et il commanda de manière exceptionnelle ses troupes. En fait, 1553, c'est l'année charnière pour la carrière d'Emmanuel Philibert. En effet, cette année, il devient duc de Savoie à la mort de son père. Son père décède le 19 août et il obtint par décret impérial le 25 juin 1553 le commandement en chef des armées des Pays-Bas. En fait, les Pays-Bas de l'époque, c'est Pays-Bas plus Belgique. On appelle ça les Provinces-Unies. Voilà, mais on va parler des Pays-Bas. Et il obtient ce commandement en chef. Il a désormais les moyens de s'illustrer sur le champ de bataille, de commander en personne ses troupes et de prouver à l'Europe que le duché de Savoie a encore un avenir. En fait, il est quasiment en autonomie sur le champ de bataille. Il se choisit, bien sûr, puisqu'il est nouveau duc de Savoie, une devise. Cette devise, c'est Spoliatis arma supersunt. En latin, mais bien sûr, je vais vous faire la traduction, c'est « À ceux que l'on a spoliés, les armes restent ». Tout est dit. Emmanuel Philibert veut retrouver son territoire et il est prêt à combattre. C'est en fait le seul atout qui lui reste, c'est son armée pour retrouver son territoire, ses territoires. Donc dès le 19 juillet 1553, la guerre continue. Il s'empare de la place forte de Hesdin, donc on est dans le Pas-de-Calais, et il tente de négocier la paix avec le roi de France, qui est alors Henri II, le successeur de François Ier. Mais les Français sont attachés à garder les États de Savoie et toute tentative de conciliation échoue. Je vous l'avais dit, les Français occupent la Savoie, ils l'occupent militairement mais également politiquement. Ils ont mis en place une administration française et ils ne veulent pas partir. Emmanuel Philibert, il est très populaire parmi ses hommes et il peut compter sur leur grande fidélité. Pour illustrer ce fait, ses soldats, lui offrirent un mois de solde pour qu'il reste auprès d'eux. Donc vous imaginez donc des soldats qui sont tellement attachés à leur chef qu'ils ont renoncé à un mois de solde parce qu'ils savaient que le duc n'avait pas de moyens, on l'a vu, il n'avait pas d'argent, et c'est ces soldats qui lui fournissaient un mois de solde pour le garder auprès d'eux. On va faire notre première pause musicale, Christian, et puis après on enchaînera. Bien, oui. On va parler d'un épisode fameux dans la deuxième partie, qui est la bataille de Saint-Quentin. J'essaie de teaser un peu le truc. T'as vu que je suis un vrai pro de la radio maintenant. On n'en dit pas trop, mais suffisamment pour garder l'attention de nos auditeurs. Alors cette première pause musicale, c'est Dépêche Mode. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Eh bien, mon cher Julien, tu nous as teasé la suite. Alors donc maintenant, on est tout ouïe. Alors, je vous ai dit qu'Emmanuel Philibert, il était gouverneur des Pays-Bas, donc il est bien sûr sur ses terres dans les Provinces-Unies, et il n'a pas encore eu l'occasion de se rendre en Savoie. Alors, comme je vous l'ai dit, terre très réduite qui se résume en fait à Nice. Alors quand je vous dis Nice, c'est même très compliqué parce que les Ottomans ont tamé le blocus de la ville de Nice, du port de Nice, et à quelques places du Piémont. Mais il va quand même tenter de se rendre en Savoie. En 1555, déguisé, il se rend depuis les Flandres à Nice, il arrive à y aller, et à Aoste, mais bien sûr, il ne peut pas rester trop longtemps dans les Alpes, puisque quasiment toutes les Alpes sont occupées. En 1556, après 20 ans de lutte, il y a une paix qui semble possible, avec une trêve, qui s'appelle la trêve de Vaucelles, qui est signée le 15 février. Mais, problème, la France fut reconnue dans les États de savoyards comme puissance occupante officielle. Emmanuel Philibert, dans un premier temps, il prend sur lui et il attend le moment opportun pour enfin récupérer ses États. Cette occasion va se présenter rapidement, puisqu'en fait, la trêve de Vaucelles, qui était prévue pour durer 5 ans, vous savez, une trêve, c'est un traité de paix limité dans le temps,
sera rompu 8 mois plus tard. Donc c'est donc une nouvelle fois la guerre. On arrive lentement mais sûrement à l'année 1557, qui sera l'année décisive de ce conflit, qui a débuté en 1536, donc on est à 21 ans de guerre. Et Emmanuel Philibert, il va s'illustrer au cours d'une bataille, la bataille de Saint-Quentin. Ça me permet d'avoir une pensée pour mon frère Grégory, qui dès qu'il a découvert le thème, il m'a mis Emmanuel Philibert, bataille de Saint-Quentin. Donc dans la famille, vous voyez, on a quelques liens avec l'histoire et donc quelques marqueurs historiques importants. Et donc la bataille de Saint-Quentin, ça va être une bataille décisive qui changera le destin, alors bien sûr de la Savoie, bien sûr de la France, mais avant tout de l'Europe. On va parler de la campagne et de la bataille de Saint-Quentin. Donc Emmanuel Philibert, il n'est plus sous les ordres de Charles Quint, qui est maintenant en exil dans un monastère en Espagne, un monastère qui se situe dans la ville de Yuste. Voilà, vous me pardonnerez, mon accent espagnol est catastrophique. Et donc c'est Philippe II d'Espagne qui lui a assigné une mission claire, la prise de Paris par une attaque depuis le nord. Ça tombe bien, s'il faut attaquer par le nord, c'est par les Provinces-Unies, et le gouverneur de la province, c'est Emmanuel Philibert de Savoie. Le duc de Savoie, il part donc des Flandres, alors à la tête d'une armée gigantesque, 60 000 hommes, 5 000 cavaliers. On ajoute à cela toute l'intendance, les marchands, parce qu'il y a des commerçants, la guerre, c'est aussi du commerce. Vous ajoutez les prostituées qui suivent un peu le cortège aussi. Enfin, où on arrive facilement à un cortège de 100 000 hommes, avec les machines de guerre, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant pour l'époque. Et il va avoir l'occasion de prouver toute sa valeur et son sens de la stratégie militaire. Alors en fait, chose que l'on voit régulièrement, il entame une manœuvre de diversion. Il pénètre en Picardie pour assiéger Saint-Quentin, défendu par environ 2000 hommes de l'amiral de Coligny, amiral qui sera très célèbre par la suite, puisque lors de la Saint-Barthélemy, dans tous les tableaux, on peut voir une personne qui est défenestrée, et c'est l'amiral de Coligny. Afin de briser le siège, les Français appellent 22 000 fantassins à l'aide et 18 000 cavaliers. Donc on a quand même, c'est un peu comme Alésia, vous voyez, on a une ville qui est assiégée, on appelle à l'aide des hommes de l'extérieur. Et ces renforts, donc on arrive à 40 000 hommes, ils sont sévèrement battus le 10 août. Emmanuel Philibert, à la demande de Philippe II, poursuit alors le siège de la ville, qui tombe le 27 août, au prix, tenez-vous bien, de 15 000 morts côté français, contre 500 à 1000 pour les impériaux. Vous voyez le rapport, le bilan qui est totalement déséquilibré, de quasiment 1 à 15 au niveau des pertes. En fait, entre le 10 et le 27 août, Philippe II, il s'entêta à assiéger Saint-Quentin, alors qu'après la victoire contre les troupes qui venaient en renfort, Paris était laissé sans défense et Emmanuel Philibert aurait facilement pu entrer dans la capitale. Mais bien sûr, il avait le commandement, mais il recevait des ordres de Philippe II et il n'a pas pu prolonger cette victoire. En 1558, une année plus tard, donc, Emmanuel Philibert renoue avec la victoire en remportant la bataille de Gravelines. On est encore dans le nord de la France. Et pour la France, ça suffit et il est maintenant impératif de trouver un compromis. À l'époque, la guerre coûte extrêmement cher en hommes. Vous vous rendez compte, là, on parle de dizaines de milliers d'hommes qui meurent au combat, mais également en ressources financières. Nous avons en fait un royaume de France, mais également le royaume d'Espagne qui sont exsangues financièrement. Et il faut donc trouver un compromis, il faut signer la paix. Et cette paix, c'est le fameux traité de Cateau-Cambrésis qui est signé les 2 et 3 avril 1559. Ce traité marque la fin définitive des guerres d'Italie. C'est la fin des prétentions italiennes des rois de France. Quand je vous dis des rois de France, c'est pas forcément des autres successeurs des rois de France, parce que vous connaissez, vous savez, Napoléon ira en Italie, mais c'est pas du tout le même contexte. Voilà, donc là, je vous parle des guerres d'Italie comme elles ont été entamées à la fin du XVe siècle. Emmanuel Philibert, dans ce traité, par la signature de ce traité, récupère l'ensemble de ses terres, à l'exception des territoires genevois, et sort auréolé d'une gloire immense, d'autant plus qu'il est prévu qu'il épouse Marguerite de France, la fille du roi de France. Donc vous vous rendez compte, un duc sans terre, sans finances, deviendra le gendre du roi de France, quoi. Vous voyez, donc on est vraiment... c'est vraiment une remontada, comme on dirait, vous m'excuserez un peu l'expression sportive. Mais patatras, l'organisation des festivités du mariage
tourne à court avec la mort lors du tournoi de joute pour fêter le traité de Cateau-Cambrésis du roi de France, Henri II. Donc il meurt d'intenses souffrances. Enfin voilà, il s'est pris une lance en dessous de l'œil. Voilà. Donc il a agonisé pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc vous imaginez bien que c'était pas forcément le moment pour organiser un mariage. Donc 1559, c'est la fin des guerres d'Italie. Le duc de Savoie récupère son duché et dès lors, le duché de Savoie va connaître une période de paix et de prospérité économique. Alors grâce à la croissance du trafic marchand, bien sûr, il n'y a plus la guerre, donc les contacts et les échanges reprennent. Alors, bien sûr, par le col du Mont-Cenis, sont acheminés vers Lyon des épices, les velours, la soie, et par Chambéry et Annecy, les huiles et les fruits. En fait, nous avons comme aujourd'hui, une place commerciale importante, un carrefour européen. Chambéry bénéficie également d'un atout supplémentaire puisque ses frais de droits de douane sont plus attractifs que Lyon. Et Chambéry, c'est une véritable plateforme commerciale. Du côté religieux, alors Emmanuel Philibert, c'est pas un progressiste, c'est vraiment un homme de son temps. Et il voit d'un mauvais œil l'implantation à sa frontière du calvinisme. Et il ordonne la pratique obligatoire du culte catholique sur ces terres. Mais il y aura une évolution. Nous reviendrons plus tard sur la question religieuse. Politiquement, Emmanuel Philibert crée une entité majeure dans l'histoire de la Savoie qui s'appelle le Sénat de Savoie. Institution prenant la suite du Parlement de Savoie qui a été établi par François Ier lors de l'occupation française. Comme je vous l'ai dit, les Français occupent la Savoie militairement et politiquement. Donc ils mettent en Savoie les mêmes instances juridiques et judiciaires qu'en France. Et à Chambéry, il y avait le Parlement de Savoie. Et donc Emmanuel Philibert garde ce Parlement, le transforme, il appelle ça le Sénat de Savoie. Le Sénat de Savoie, le premier président, c'est Catherine Paubel. Il a été officiellement créé le 12 août 1559, dès le départ, des troupes françaises. Le Sénat va voir au cours son histoire longue de 300 ans, de prestigieux savoyards nommés à sa tête. Alors tout le monde pense à Antoine Favre. En 1610, sa statue est devant la cour du palais de justice de Chambéry. François-Xavier de Maistre, en 1764, lui aussi a sa statue, mais en bas des escaliers du château des Ducs de Savoie. Oui. Et vous m'excuserez, ce n'est pas forcément le plus connu, mais Louis Millet de Chasles, en 1571. Alors là, c'est un peu le chalésien qui parle, puisque Louis Millet de Chasles était le propriétaire du château des Comtes de Chasles. Voilà, donc c'était un peu le local de l'étape. Cette institution, que l'on peut parfois appeler le souverain Sénat de Savoie, était avant tout une cour de justice de dernier ressort. Donc c'est cette cour qui traitait les affaires en appel, mais ses attributions étaient assez floues. Les sénateurs, ils avaient un rôle qui était à la fois diplomatique, législatif et religieux. Il ne faut pas oublier que le règne d'Emmanuel Philibert s'inscrit dans le XVIe siècle. Comme je vous l'ai dit, le XVIe siècle, c'est le moment de l'expansion de la réforme protestante. Pour résumer le rôle du Sénat de Savoie, je citerai les mots de l'historien Robert Avezou, qui était spécialiste de l'histoire de la Savoie, et qui parlait à propos du Sénat, ce corps de magistrats qui, pendant plus de 2 siècles, incarna vraiment l'esprit de la vieille Savoie traditionnaliste, travailleuse et raisonnable, fut un auxiliaire zélé du duc dans sa défense de l'État contre la propagande huguenote. Donc, on a un historien qui définit le Sénat de Savoie pour expliquer que c'était un rempart politique et judiciaire à la propagation du protestantisme à l'époque. La Savoie, elle se dote d'une institution politique de premier plan qui permet à notre territoire de s'ancrer dans l'ère moderne. Pour les historiens, l'époque moderne, c'est 1492, la chute de Grenade. Donc c'est la fin de la Reconquista. Et pour la Savoie, on peut dire que l'époque moderne, c'est 1559, quand les institutions sont établies, des institutions modernes, entre guillemets, à la française. Mais ne pensez pas qu'Emmanuel Philibert était un souverain éclairé. Il était d'une grande dévotion et il voulait avoir à sa main le clergé savoyard, donc avec 2 positions majeures. 1, en nommant lui-même les évêques. Donc ça veut dire qu'il n'accepte pas forcément que le pape nomme les évêques, donc c'est le duc qui s'en charge, et en octroyant les bénéfices des charges ecclésiastiques. En gros, les clercs les plus fidèles sont ceux qui auront, bien sûr, les bénéfices. On s'imagine que c'est
un moyen assez commode et assez facile de se payer en fait la fidélité du clergé. Et quand je vous parle du clergé au XVIe siècle, c'est vraiment l'ordre qui est fondamental au XVIe siècle. Cependant, par la signature du traité de Cavour en 1561, Emmanuel Philibert y reconnaît la liberté de culte protestant dans certaines villes vaudoises, mettant fin en fait à 30 ans de persécution. C'est en fait un peu l'édit de Nantes savoyard, donc c'est le traité de Cavour, où il y a une liberté de culte. Alors bien sûr, pas dans tout le duché, mais seulement sur des places vaudoises, pour essayer de calmer le jeu. En gros, pour éviter que les protestants viennent trop profondément dans le duché de Savoie, en fait, on essaye de les garder au même endroit. On les contient. On les contient chez eux. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour le côté religieux. On va voir ensuite la suite et la fin du règne de Emmanuel Philibert, mais on va avoir une petite pause musicale. Encore une pause musicale, effectivement. Années 80 encore. Ouais, Duran, The Reflex. Ah, t'as un bel accent anglais. Hein. Radio Grand Lac, votre radio. Eh bien, on voit que notre chef de guerre, Emmanuel Philibert, il n'a pas pu se marier, il n'a pas pu faire le mariage qu'il aurait aimé. C'est ça, il s'est marié, mais pas dans les conditions. Pas dans les bonnes conditions. Donc ça s'est passé un petit peu à la trappe, mais quand même. Mais surtout, donc, on voit qu'il a récupéré ses terres. C'est ça. Et là, maintenant, c'est le patron. Ah, c'est ça. C'est lui le boss maintenant. Ça y est. Il est là. Emmanuel Philibert, c'est bien sûr un chef de guerre. Il voulait contrôler son État, comme il contrôlait en fait ses troupes. Il déclara même « Sachez que je suis un duc pour de bon et non pour des comédies. » En fait, il faut comprendre, c'est moi qui commande. Hein, c'est un souverain vraiment de son époque. Un souverain qui se veut absolu, à l'image des rois de France, de Philippe II d'Espagne, etc. C'était pas forcément des hommes qui aimaient partager le pouvoir. Mais il n'hésita pas à écouter ses conseillers et les membres du Sénat, qui étaient issus de la bourgeoisie, mais aussi du clergé et de la noblesse. En fait, c'est une réunion des États généraux avant l'heure. Vous voyez, vous aviez les trois ordres, hein, clergé, noblesse, tiers État. En France, et en Savoie, c'est pareil. En 1563, et plus précisément le 16 février, un événement majeur pour l'avenir de la Savoie se déroula. C'est le changement de la capitale du duché vers Turin, officialisé bien sûr par la venue d'Emmanuel Philibert. Alors pourquoi avoir déménagé la capitale de Chambéry à Turin ? Eh bien tout simplement parce que Chambéry était jugée trop difficile à protéger en cas d'agression française, et donc elle a été abandonnée au profit de la principale cité du Piémont, parce que vous savez, quand on est français, pour aller à Turin, il faut traverser les Alpes, qui est un rempart naturel, alors que pour se rendre à Chambéry, c'est pas forcément au niveau du relief ce qu'il y a de plus difficile, voilà. Et en fait, le futur destin, entre guillemets, italien de la Savoie, il date de cette période, parce que tout le monde sait que le premier roi italien sera en fait le roi de la maison de Savoie. Et donc ça vient un peu de cette époque, en fait, un transfert, vous me pardonnerez l'expression, de Chambéry, donc ce que l'on appelle la Savoie en deçà des Alpes, à Turin, qui est la Savoie au-delà des Alpes. Et on verra ça, ce sera concrètement effectif au rattachement définitif de la Savoie à la France en 1860, dans le cadre de la réunification italienne autour de Garibaldi, Cavour, mais surtout autour du roi sarde, c'est-à-dire du roi de Savoie. Suite logique du déménagement de la capitale, le transfert vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin de l'une des plus fameuses reliques de la chrétienté, le Saint-Suaire, qui est la propriété personnelle des souverains de Savoie. Le Saint-Suaire, vous savez, qui est considéré comme le linceul du Christ, c'est une des reliques les plus fameuses de la chrétienté, était auparavant exposée à la Sainte-Chapelle de Chambéry, de la cour du Château des Ducs, et donc maintenant, elle est à la cathédrale de Turin. Alors, il avait été dit que, en fait, il l'avait déménagé parce qu'il y avait eu un incendie. Il y avait eu un incendie aussi. Ça, hein. Oui, il a eu chaud, on peut dire ça comme ça. Oui, il y avait eu un incendie dans les années 1520 ou 1530, et c'est des sœurs qui étaient à côté qui ont sauvé le Saint-Suaire. C'est ça. Et il a commencé, si vous le voyez, il a sur des bords parfois le Saint-Suaire quelques noircissures, traces de brûlure. Voilà, et ça date de cet incendie. Mais bien sûr, le duc étant à Turin, il fallait bien sûr que la relique officielle des ducs de Savoie soit auprès du duc, et donc a été transférée
aussi à Turin. Vous le savez, l'une des plus grandes préoccupations des souverains, c'était d'assurer leur descendance avec la naissance d'un héritier mâle. La Savoie, c'est pas le Royaume-Uni, hein, et le droit salique s'applique, c'est-à-dire la succession au plus proche héritier de sexe masculin. En Savoie, pas de succession, comme en France, aux héritières. Hein, on n'est vraiment pas, on n'est pas à l'époque de Madame la Première ministre. Hein, voilà, là, c'est vraiment un pouvoir qui est exclusivement masculin. Et ce sera chose faite le 12 janvier 1562 avec la naissance de Charles Emmanuel, qui est le fils unique d'Emmanuel Philibert de Savoie et de Marguerite de France. Fils unique, ouf, on l'a encore une fois échappé belle. Comme je vous ai expliqué en début d'émission, Charles III n'avait eu qu'un seul enfant qui est arrivé à l'âge adulte, c'est Emmanuel Philibert. Et Emmanuel Philibert a eu qu'un seul fils, Charles Emmanuel. Alors, je vous avais indiqué en début d'émission qu'Emmanuel Philibert, il aimait bien la présence des femmes. Alors, ça s'est pas démenti parce que, outre son fils unique, légitime, il a quand même eu 7 enfants illégitimes, des enfants dits bâtards. Vous savez, ce sont des enfants eus hors union, enfin des fils naturels. Enfin voilà. Mais c'était assez de coutume. C'était même très courant. Hein. C'était même obligatoire quand on était un souverain à l'époque d'avoir des maîtresses. Et donc, je vous parle pas de Louis XIV, je vous parle pas d'Henri VIII non plus. Enfin voilà, il y avait des maîtresses. En veux-tu, en voilà. Voilà, ça courait. Les maîtresses, on pouvait en croiser facilement dans le château des Ducs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oui. Mais bon, c'était très important. Il y avait parfois même des maris qui offraient leurs femmes au duc ou au roi parce que ça leur permettait une ascension sociale plus importante. On se souvient de Louis XIV, Madame de Montespan, je crois. Son mari était très content que sa femme soit la maîtresse du roi. Enfin voilà, ça permettait d'avoir des terres, des moyens financiers. En gros, alors peut-être que sa femme était pénible, comme ça il l'a donnée à quelqu'un d'autre, et en échange il avait des terres, des titres et des revenus. Emmanuel Philibert, il s'est retrouvé veuf en 1574 après 15 ans d'union, et il ne se remariera pas. Emmanuel Philibert passa la fin de sa vie à Turin, et il mourut dans le palais ducal le 30 août 1580. Après un règne long de 27 ans, un règne très important, parce que c'est vraiment un des règnes fondateurs de l'histoire de Savoie. Son cercueil est aujourd'hui à la cathédrale de Turin, non loin de la dépouille de son épouse Marguerite, et bien sûr du Saint-Suaire. Et au 19e siècle, nous avions une édition du Larousse, qui a décrit le règne d'Emmanuel Philibert en ces termes. Guerrier dans la première moitié de sa vie, Emmanuel Philibert fut exclusivement législateur et homme d'État dans la dernière. Donc on voit bien déjà un peu les deux parties de son règne. La première où il est un combattant, il veut retrouver ses terres. Et ensuite, la deuxième partie de son règne où il est plutôt l'organisateur de ses États, le législateur. Ses dispositions législatives sur l'administration de la justice, sur les finances, l'organisation militaire, etc. sont extrêmement remarquables pour leur époque. Les lois d'Emmanuel Philibert portent l'empreinte d'un génie supérieur qui a devancé son siècle. On a vraiment affaire à un chef d'État qui est presque unique dans l'histoire de la Savoie. Ayant permis de faire entrer la Savoie dans la modernité, Emmanuel Philibert y reste dans l'histoire comme l'un des plus grands souverains savoyards et certainement comme le plus grand chef de guerre de notre histoire locale, aux côtés d'autres chefs de guerre. Je pense au prince Eugène de Savoie qui a combattu les Ottomans et qui a brisé l'encerclement de la ville de Vienne. On en reparlera lors d'une émission, c'est super intéressant, l'histoire du siège de Vienne et l'apport du prince Eugène. Son successeur, c'est Charles-Emmanuel Ier, va connaître deux guerres contre la France, donc la France d'Henri IV et de Louis XIII, et ces deux guerres vont se solder, entre guillemets, par le grignotage de terres au profit des Français, mettant encore plus en avant le destin italien de la Maison de Savoie. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, on sera tout oui pour cette autre histoire dans quelques temps, j'espère. Oui, j'espère aussi. Oui, quand même. Et là, on a une petite pause musicale. Allez, petite pause musicale, allez. Alors, c'est Martin Solveig cette fois-ci. Allez, on va pouvoir danser. On y va. Radio Grand Lac. Eh bien, on arrive à la dernière partie de cette émission. C'est dommage qu'on ait dû couper la musique parce que j'ai pu constater que tu avais vraiment le rythme dans la peau. Le rythme dans la peau. Mais qu'est-ce qui nous prend de faire des idioties pareilles ? Je ne sais pas. C'est le fait de ne pas voir les chefs. C'est pour ça. Oui, non, mais même quand ils sont là aussi, d'accord. Oui. Tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes Dis-moi maintenant ? tout.
Bon, est-ce qu'on a des questions? Ben, il y a des questions, oui, effectivement. Mais Eh ben, c'est allons-y. vrai que c'est à moi de la poser, cette question. Moi, j'attendais que tu me la poses et Tout je à t'aurais fait. répondu. Bah oui, bien sûr. Alors, bon, la place laissée dans l'histoire de l'Europe par Emmanuel Philibert de Savoie, alors, c'est quoi exactement? Alors, pour nos États de Savoie, donc Emmanuel Philibert est un souverain dont l'importance, bien sûr, elle est fondamentale. Vous vous rendez compte que c'est un duc au départ sans terre, héritier d'un souverain exilé, et il put, en fait, par son intelligence, son habileté au combat, son sens tactique, et bien sûr sa filiation avec Charles Quint, parce que vous vous rendez compte que il aurait pu être un grand chef de guerre s'il n'avait pas été le neveu de Charles Quint, on s'en serait pas rendu compte, forcément. Et il a réussi à reconstituer, quasiment à partir de rien, un duché de Savoie qui compte dans l'Europe. Mais, cher Christian, ne nous enflammons pas. La Savoie du XVIe siècle n'était pas une puissance de premier plan. Les souverains français, donc François Ier, puis Henri II, et ensuite, un peu plus tard, Henri IV, ont marqué leur siècle. Côté Saint-Empire romain germanique et Espagne, on a Charles Quint, Philippe II, qui étaient des souverains incontournables. Vous ajoutez à ce beau portrait Henri VIII d'Angleterre, et vous aurez probablement le siècle contenant les souverains européens les plus prestigieux. Si nous allons encore plus à l'est, nous trouvons pour les Ottomans le sultan Soliman le Magnifique, et du côté de la Russie, Ivan le Terrible. Voilà. Tout ça dans le même siècle, vous voyez. Voilà. Donc, on a un XVIe siècle qui est vraiment habitué aux grosses et aux grandes figures historiques. Et donc, chacun de ces rois, chacun de ces souverains joue un rôle important dans l'histoire européenne, qu'il soit diplomatique. On a parlé le mois dernier de la rencontre du Drap d'Or entre François Ier et Henri VIII, militaire. On a parlé notamment avec les guerres d'Italie, avec le siège de la ville de Nice, avec la bataille de Saint-Quentin, ou politique, bien sûr, vous connaissez tous l'apport politique très important d'Henri VIII au niveau de la religion. Pareil pour Henri IV avec le fameux édit de Nantes. On peut même ajouter des apports culturels, puisque vous savez que François Ier, c'est vraiment le souverain de la Renaissance, avec bien sûr la construction des châteaux de la Loire, un grand mécène au niveau des arts, vous connaissez bien sûr Léonard de Vinci, avec toute l'histoire du Clos Lucé. Voilà. Donc on a vraiment un siècle qui est très important de l'histoire européenne. Et il faut quand même avouer qu'à côté de ces monstres, à côté de ces souverains géants, Emmanuel Philibert de Savoie n'est qu'un souverain entre guillemets secondaire, ce qui est très important pour nous, mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'Europe, oui. il n'a pas tant compté que ça. Voilà. Bon, bah, en tout cas, nous, on est quand même bien contents en Savoie d'avoir eu Emmanuel. C'est sûr, tout à fait. Ça, c'est certain. Alors, tu nous avais expliqué justement en avril, lors de l'émission consacrée à l'occupation de la Savoie par la France, ça se situait entre 1536 et 1559. C'est ça, très bien, très bien. Non, mais il a bossé, non, mais c'est bien. J'écoute, je prends des notes. Et donc, il y avait une signature qui était très importante, une signature d'un traité, le traité de Villers-Cotterêts. C'est ça. Et qui officialisait le français comme la langue officielle. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en Savoie? Est-ce que ça a été aussi, sous Emmanuel Philibert, la langue officielle? Alors, pour en parler un peu plus en détail, en fait, en 1559, lors du départ de l'administration française, le latin reprit ses droits dans les États de Savoie. Quand je vous dis le latin, c'est bien sûr dans les textes officiels. Hein. On parlait une autre langue, plutôt un français ancien, un italien ancien, qu'on soit en deçà ou au-delà des Alpes. Mais l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 règle le problème pour la partie française, c'est-à-dire que les actes officiels sont en français, qu'on appelle la langue vernaculaire. Alors Emmanuel Philibert, il va prendre un peu exemple, mais un petit peu après, puisqu'il va prendre des lettres patentes, alors datées du 22 février 1561, où en fait il chasse le latin de tous les actes officiels, et il officialise l'usage du français comme langue écrite de l'administration en Savoie, Val d'Aos, Brest, Bugey, et l'italien dans le Piémont et le comté de Nice. Donc en fait, nous avons deux langues, l'italien et le français, nous avons deux religions, le catholicisme et le protestantisme, on l'a vu surtout dans la partie vaudoise du duché de Savoie. Protestantisme du moins temporairement, parce que vous savez qu'après la réévangélisation de cette partie de la Savoie se fera par un saint fameux, c'est Saint François de Sales. Voilà. Mais nous avons donc bien sûr deux religions, deux langues, mais un seul duc qui est en fait l'unificateur de la Savoie. Et
avec en cela, Emmanuel Philibert joua avec talent, bien sûr, un rôle de fédérateur. C'était vraiment un souverain de premier ordre. C'était pas évident, c'était pas gagné dès le départ, comme on l'a vu, puisqu'il naît dans des conditions très difficiles, avec un duché de Savoie affaibli, puis occupé, puis quasiment ruiné, et il arrive petit à petit. C'était en fait la mission de sa vie, quoi. Enfin, il était né pour ça. Voilà. Charles III n'a pas eu d'héritier autre qu'Emmanuel Philibert. Emmanuel Philibert, c'était l'homme de la situation, c'était celui qui avait le caractère, le talent pour. Pas sûr que si ça avait été un souverain un peu plus falot, un peu plus en mauvaise santé, voilà, un peu moins téméraire, pas sûr que le destin de la Savoie était le même. Voilà, tout à fait. Donc, on peut lui tirer un grand chapeau à Emmanuel Philibert, qui a vraiment réussi quasiment de rien à reconstituer ces États de Savoie pour en faire une puissance européenne, une puissance moyenne, mais une puissance européenne quand même. Eh bien, écoute, c'était très intéressant. De toute manière, l'histoire de la Savoie, nous qui vivons... c'est super. On a la chance de vivre dans un département qui a une histoire locale excessivement riche, avec les comtes, puis le duché de Savoie, puis ensuite le royaume de Piémont-Sicile, puis le royaume de Piémont-Sardaigne, et qui a joué un rôle très important dans l'histoire européenne, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'unification de l'Italie à la fin du 19e siècle, c'est sous l'égide de la Maison de Savoie. Le roi d'Italie était en fait le descendant des souverains savoyards, quoi. C'est très important. Oui, tout à fait. Et puis, je me souviens, puisque j'y étais, de l'inhumation d'Umberto II. Bien sûr. Là, juste en face, de l'autre côté du lac. Hein. Non, on a la chance d'avoir une histoire locale qui est très importante. Toutes les histoires sont importantes en France, mais c'est vrai que nous, un peu notre cocorico, on fait un cocorico français, mais on va faire un cocorico savoyard. Je ne sais pas si une coque chante pareil en Savoie ou en France, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, oui, on a vraiment de la chance parce que ça a laissé aussi tout ce qui est un patrimoine culturel très important. Bien sûr, le château des Ducs de Savoie, l'abbaye de Hautecombe, puis d'autres traces de la présence des ducs, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie et bien sûr en Piémont, avec la présence des souverains qui se voient clairement dans le paysage, quoi. Il y a une fierté savoyarde qui est unique. Voilà. Oui, on peut dire que le Savoyard est un peu chauvin. Un peu chauvin. Un peu fier de ses racines. Voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, Julien, on va te retrouver le vendredi 5 août. Mais oui, pas de vacances. Pas de vacances. Pas de vacances, il me donne pas de vacances, Radio Grand Lac. Hein. Non, mais c'est comme ça. Non. Alors, pendant que d'autres en profitent largement. Hein. Mais bon, on ne dira pas les noms. Hein. Sandra et Jean-Pierre. On les salue bien. Oui, tout à fait, on pense à eux. On les retrouvera, pour Jean-Pierre, on le retrouvera dès lundi, hein, en fait. Quant à Sandra, c'est une dizaine de jours. D'accord. Et puis après, on la retrouvera en pleine forme. Et voilà. Alors là, le 5 août, on va repartir très loin dans le passé. On va repartir très loin dans le passé, puisqu'on va avoir une émission consacrée à la bataille des Thermopyles, qui a été livrée probablement en août 480 avant Jésus-Christ, donc on fait un bond de 2500 ans en arrière, lors de la seconde guerre médique qui a opposé les cités grecques unies, quasiment toutes les cités grecques unies, aux Perses. Donc c'est la bataille des Thermopyles, bataille très fameuse puisqu'elle a fait l'objet de plusieurs séries, puis films dérivés. Donc le film s'appelle 300, qui a été un gros carton au box-office, et on va voir un peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On va voir que les noms des personnages sont vrais. Pour le reste, c'est plus de la fiction que de l'histoire, mais c'est très important. C'est vraiment un événement important dans l'histoire de la Grèce et dans l'histoire de l'Europe, parce que c'est l'une des tentatives d'invasion perse de la Grèce. Et la première, c'était après la bataille de Marathon qui avait eu lieu 10 ans avant. Et la bataille de Thermopyles s'engage alors que le contexte est plus compliqué, puisque les Perses ont réussi à prendre Athènes, à la mettre à sac le Panthéon, et puis là ils arrivent dans un étroit défilé qui s'appelle les Thermopyles. Et comment est-ce que, alors on pense 300 hommes, c'est un peu, environ ce serait entre 1000 et 2000, sans doute. Comment est-ce que 1000 à 2000 hommes surentraînés ont pu bloquer pendant plusieurs jours une armée qu'on peut estimer à 50, 100 000 hommes. Alors les sources anciennes parlent d'1 million d'hommes, mais on imagine que c'est probablement très exagéré, parce qu'il fallait valoriser l'exploit grec, mais il y a quand même eu exploit. Et on va voir pourquoi le choix des Thermopyles, le contexte de cette seconde guerre médique, pourquoi est-ce qu'on appelle les guerres médiques, c'est très important aussi. Oui.
Donc on va voir un peu cela, on va parler un peu de bataille, d'histoire militaire, de culture, et comment est-ce que cette bataille a été fondamentale pour l'avenir de la Grèce antique, puisque nous sommes au début du 5e siècle, Ouais. et le siècle d'or de la Grèce, et bien sûr de la cité d'Athènes, c'est le 5e siècle, ça s'inscrit complètement dans la suite de cette seconde guerre médique, et ensuite on parlera, mais on fera un bond encore de 2 siècles un peu moins en avant, puisqu'on parlera aussi de Alexandre le Grand, qui lui n'a pas été envahi, mais qui lui va envahir la Perse, voilà, et qui a été le propagateur de la culture hellénistique en Asie jusqu'aux rives de l'Indus. Alors ça là, c'est vraiment une autre histoire. Là, on va très loin, mais le 5 août, on en parlera un petit peu, mais on parlera surtout de la bataille de Thermopyles en août 480 avant Jésus-Christ. Alors, une bataille très importante aux côtés de la bataille de Platée et de la bataille de Salamine. Voilà, oui. Donc on en parlera. Mais je te tire mon chapeau parce que les chroniqueurs de l'époque avaient justement, tu l'as fort bien dit, tendance un peu à amplifier tout. Un peu exagéré. Voilà. C'est peut-être méditerranéen finalement. Peut-être. En fait, c'est simple. Quand on a un exploit et qu'on veut le survaloriser, ouais. On a un peu tendance à rajouter de la valeur ou du nombre à l'ennemi. Exactement. Pour valoriser l'exploit. Mais c'est vrai que c'était pas forcément 1 million d'hommes, mais imaginez-vous, dans un contexte, vous avez 100 000, 150 000 hommes face à 2000 soldats maximum, dont une petite partie de Spartiates, qui étaient des hommes mais vraiment surentraînés. Ah oui. Enfin vraiment. Et comment est-ce qu'ils ont pu tenir et comment est-ce que malheureusement la bataille s'est soldée par une victoire tactique, mais une défaite stratégique. Une victoire un peu à la Pyrrhus. C'est ça. Ouais. Mais comment ça, c'est une histoire qui est extraordinaire. On en reparlera. On en reparlera le mois prochain. Si vous êtes là. Ah bah oui, on sera tous là. C'est-à-dire que je suis lancé. Là, je refais encore 1 heure là. Et bien, voilà, cette émission se termine à l'heure en plus. À l'heure en plus. Oui, là, c'est. Quel timing! C'est un timing formidable. Julien, et bien donc, on se retrouve le mois prochain. Au mois prochain, sans problème. Et puis, entre-temps, tu continues. Toi, tu prends pas de vacances, hein, c'est ce que j'ai compris pour l'instant. Non, mais je reviens de 2 semaines de Grèce il y a 1 mois, donc là, j'ai. Mais quand même, d'accord. Voilà, donc je pars fin août, début septembre. Donc c'est bon, j'en ai déjà bien profité. Et bien donc, dans 1 mois. Merci. Et on vous salue bien tous. Au 5 août, merci, au revoir. Et quant à moi, je vous retrouve ce soir à 19h pour la note bleue. The Blue Note. The Blue Note. Et donc, la note bleue, eh bien, on va parler ce soir de ce cabaret mythique, en fait, qui s'appelle le Cotton Club, qui s'appelait le Cotton Club. Et je vous expliquerai tout ça ce soir. Bonne journée à tous, à ce soir.